KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Cette confusion de délices et d'angoisse à la fin l'exaspéra. Il serra les poings et les mâchoires, aucune autre utilisation musculaire ne se présentant. Il cria, comme il avait fait à 16 ans. « Il y a ici une demoiselle et il y a moi. Et rien de commun entre nous deux. Rien. » Il fut tenté par « Je ne l'aime pas », mais s'arrêta court devant cet explosif. Ses violences verbales s'accrurent. J'étais libre et nette. Je nettoierais cette glu. La petite déesse insultée le regarda, comme pendant l'exposé de Kant. Il s'agenouilla au fond de lui-même, juste devant le canapé d'où les minces souliers de dinguerie pendaient de haut. L'émotion douce et lourde continuait de gonfler et de gêner sa poitrine. Anne ne parut pas entre les derniers massifs, ni sur le perron, ni dans le hall d'entrée. Augustin put se glisser sur le damier des carreaux gris et bleus, contourner des ailes ancillaires, gagner un cabinet de toilette, extraire le faux col de ses réserves, vérifier l'arrêt des cheveux, resserrer puis relâcher sa cravate avec une minutie agacée. L'eau jaillit d'une bouche de nickel, doucha ses poignets, rebondit sur la porcelaine d'un lavabo immense. Des sonorités de gonds s'enflèrent et moururent, répétant l'expérience des nœuds et des ventres. Ces lieux se fermaient par une porte de plein acajou, tel un salon de paquebot. Comme on crie, le roi boit, aux épiphanies, elle retentit pour sa sortie, d'un bruit de canon qui occupa tout le volume des vestibules et déborda jusqu'aux étages. Introduit dans le salon, tout son visage se pétrifiait de fermeté dure, et aussi tout ce qui, de son cœur, lui restait soumis et accessible. Bien peu de choses, guère plus qu'un faible morceau de sa surface. Très loin, droit devant lui, et face à la porte par où il était entré, de hautes baies lui rendirent au premier regard des parties du parc vertical, encadrées et pendues, entièrement nouvelles, où il ne retrouvait rien de la demi-heure précédente. Entre elle et lui se multipliait un mouvement coloré, à base de roux sombres et grenats, entre de hautes parois blanches. L'air frissonnait d'intonations mondaines, de déplacements glissés, de groupes debout, ingénieusement répartis entre des fauteuils immobiles et habités. Il voyait mieux, à mesure qu'il avançait, l'ensemble de rides arrangées, de cheveux gris composés, d'air d'attendre, les lèvres bues du dedans et l'inquisition des regards. Tous attributs communs à un certain nombre de vieilles dames qu'il ne se soucia pas de séparer en êtres distincts. Longue, indolente, l'un de ses bras jouant avec une chose d'or, sorte de bijou à ciselure, Madame Desgrais et Sablon, penchée vers l'une des vieilles dames, l'écoutait avec un de ces sourires distraits et ravissants, dont la bénéficiaire ne se rendait pas compte qu'il survivrait à la conversation et se trouverait prêt pour d'autres, toutes pareilles. Ceux mêmes qui sentaient qu'elle ne leur concédait qu'une amabilité fournie par un sens mondain d'une justesse ancestrale et parfaitement fondue à sa substance, lui savaient respectueusement gré de la leur accorder, à défaut d'un intérêt personnel trop précieux et inatteignable, qui devait bien exister cependant pour quelqu'un. Développée sur la bergère et pur chef-d'œuvre, la ligne de son bras ajoutait à la souplesse fixe du meuble une autre, momentanément aussi reposée, mais toute précaire et presque frémissante, marquée au coude, au poignet délicat, à l'attache de l'épaule par l'immobile bondissement de la vie. Dès qu'elle aperçut Augustin, tout l'intérêt inemployé qui errait dans ses articulations et autour de ses prunelles précisa franchement son sourire, éclaira ses regards,
fit qu'elle lui tendit d'un mouvement presque affectueux cette longue main pleine et fine qu'il se rappelait avoir vue baiser. Geste spontané où il sentit pour la première fois se relâcher l'intolérable tension de son cœur. Ses sentiments jouèrent plus libres. Leur tas desserré s'aéra. Il retrouva certains vieux dons d'imagination l'apparentant à son père, à la fois ironique et cérémonieuse. Quelque part derrière lui, dans une portion d'espace où il avait cru identifier tant bien que mal, en passant, l'angle d'un billard et une tapisserie à motifs chinois, on entendait pérorer les hommes. Une voix en particulier, par sa profonde basse étudiée, tranchait sur les autres. Elle dépassait le respectable, atteignait le grave, effleurait le solennel. Elle prononçait « Il fera, je crois, fort beau temps », d'une voix qui descendait jusqu'aux racines de l'honneur. Elle creusait des sépulcres pour cendres de cigarettes, mais Augustin ne l'entendit pas longtemps. Monsieur Desgraisses des Sablons, s'étant sur-le-champ détaché du groupe des hommes, vint à lui avec un accueil où le ressentiment de le voir arriver en retard se marquait par une politesse glaciale et un empressement méticuleux. L'effet en fut cependant atténué, d'abord par la totale inattention d'Augustin, puis par l'attraction involontaire qu'exerçait sur lui, ainsi qu'il l'avait fait à la première visite, le timbre de voix de monsieur Desgraisses des Sablons. Il laissait couler, comme d'un pressoir, des voyelles mélifluentes, pâteuses, et si longuement filées, qu'elles donnèrent du nez dans l'annonce du maître d'hôtel, le coupant net dès la seconde syllabe. Mais elles payèrent cette victoire de pertes graves, parmi lesquelles on doit compter la continuité de leur flux, leur syntaxe et cette dignité incomparable que M. Desgraisses des Sablons avait eu dessein de leur conférer, et qui s'en fut par lambeaux, chacun ne portant plus que des traces encore reconnaissables, il est vrai, de leur pompe première. M. Desgraisses des Sablons ne s'entêta point. Pendant que recommençait le maître d'hôtel, il pirouetta, s'éloigna d'Augustin comme d'un inconnu, le laissa imprésenté et, portant sur sa physionomie le subit épanouissement de 1000 onctueuses attentions, vint arrondir son gros bras vers l'une des vieilles dames qui entouraient madame Desgraisses des Sablons. Comme une nébuleuse procréant des planètes, la masse amorphe des invités lançait des couples en avant toutes les 2 ou 3 secondes. Leur formation commençait en mouvements irréguliers, par lesquels le couple se différenciait au sein de la nébuleuse, puis ces 2 moitiés, accrochées l'une à l'autre, partaient dans le sillage du couple précédent. Au bras d'un vieux monsieur, que ses favoris coupés ras faisaient ressembler à un avocat de daguerréotype, madame Desgraisses des Sablons attendit longuement. Augustin se demandait quel rôle lui était dévolu dans la création de ces couples. Avec qui il devrait partir? Quel procédé l'on trouverait pour l'en informer lorsqu'il sentit un désarroi, une sorte d'orage mental où tourbillonnaient toutes ses pensées. En même temps battait dans sa poitrine à grands coups d'un marteau mou, de simples chocs physiques au sens mal précisé, avertisseurs d'on ne savait quoi encore, et qui mirent un temps appréciable pour se révéler les secousses premières d'une muette et dévorante joie. Ah, minute terrible, minute comblée, que de fois plus tard, il se tournera vers vous. Anne était près de lui, debout, l'attendant, laissant voir, par un certain attrait où s'exprimait cette attente, que c'était elle qu'Augustin devait conduire. Elle prit son bras. De lourdes ondées chaudes montèrent une à une et rythmiquement de ses profondeurs corporelles. Elle marchait du côté des fenêtres entre le jour et lui. Elle portait une robe d'une ligne toute pure, sans fleurs, sans rien. Pendant l'intervalle infiniment court où il osa franchement la regarder, il vit d'abord le luisant satiné de son profil contre la lumière, puis comme elle se retournait sous son regard, une sorte de délicate retenue sur la fine matité de son visage,
dans des modelés délicieux. Elle marchait avec lenteur, d'un mouvement doux, indolent, continu. Il la vit debout et libre, plus belle que ses souvenirs, plus belle qu'il ne l'eût jamais supposée. Psychologie provisoire, créée, projetée au-devant d'elle par cette vertu qu'on les forme. Description instantanée des âmes dans le vocabulaire des seules apparences. Exaltation des longues lignes, lisse pureté des surfaces que n'altère aucun empattement de laideur ou de vieillesse. Confidence faite par l'élégance des courbes, regard jeté sur l'âme par toutes les fenêtres de la beauté. Psychologie d'anticipation, peut-être fausse, peut-être fidèle, plus puissante immensément que la connaissance directe et véritable. Psychologie prometteuse des plus brûlants bonheurs. Vous avez l'inexpliqué pouvoir de descendre en un éclair au fond du cœur d'Augustin, au fond de tout cœur qui devant vous s'expose, anesthésiant, brûlant, fondant, résorbant sur votre passage tout l'équilibre sentimental antérieur, pour le reconstruire d'un seul coup sur un type asservi, prosterné, adorant. Pendant le temps que dura cette réflexion de lui-même, tout ce que purent pour Augustin ses puissances rationnelles fut de lui jeter des suggestions de sens commun, conseils d'attitude et de tenue aisément réalisables, tels que se dominer, ne pas se faire remarquer, ne pas la regarder comme ça, conseils qui se maintinrent tenaces et insubmersibles sur les bouillonnements du torrent émotionnel. L'équilibre nouveau pacifiant son âme regroupée, l'état de choc passa. L'ondée sanguine cessa de battre dans l'hypersensible vaisseau de chair. Ce fut repos, fin des troubles, plénitude. Une jeunesse étale et radieuse se répandit sur son cœur. La complicité de toute son âme dans cet asservissement, de toutes ses forces concourantes, firent qu'il se sentit maître désormais de taire aussi longtemps qu'il le voudrait le secret de feu. Il dominait pleinement ses réactions et les conseils d'attitude corporelle retardaient. Son sang-froid calcula avec le plus souriant désespoir que 40 pas, 50 ou plus, lui étaient alloués pour marcher ainsi auprès d'elle, à la toucher, dans le bruit de sa robe. Il se sentit une humble et anonyme gratitude que ses pas fussent lents. Il fut d'une gaieté aimable et même vive, et d'un naturel peut-être trop parfait. Ils échangeaient avec la liberté la plus aisée, des paroles d'une facilité riante qui lui semblait portée et flottante sur un docile lac d'or. Il osait regarder Anne avec la familiarité respectueuse que donnent les relations suivies. Il s'y exerçait. Et tantôt la pâleur d'un teint de nymphéa posé en transparent sur le rose profond de la vie, tantôt la personnalité délicate des lèvres, ou la douce et confuse épaisseur de la chevelure, tantôt cet air, non pas de hauteur comme il l'avait cru, mais d'infamiliarité rêveuse. Et tantôt toutes ces choses ensemble daignaient descendre, chargées de caprices, de royauté et d'indifférence, visiter au fond de son cœur les domaines qu'elle s'était asservis. L'énervement de cette visite souveraine se fut peut-être alors dénoncé en ce qu'il lui coupait une seconde la parole et le souffle, le laissait bouche ouverte, raidi de recueillement, ou l'obligeait à fermer les yeux. Un champ de sensibilité tremblait autour de son corps, et le centre en était cette impression de pesée passive et légère de la main d'Anne sur son bras. Il sentit assez vite qu'il lui était interdit de regarder cette jeune main. Esclave, clairvoyante, la pensée d'Augustin commentait dans les quelques secondes de repos qui lui étaient parfois allouées. La première sensation fut d'un choc physique pur et simple, bouleversant, indolore et sans joie. L'inondation de bonheur n'est venue qu'après, vague chaude en retard sur l'autre. Ce bonheur dans l'asservissement semble l'essentiel de l'état nouveau. Ses pensées aisées jouaient sans effort, en un milieu intérieur d'une douceur à s'évanouir, mêlée d'une terrible joie timide et de vagues craintes. Anne rappelait son effroi de l'examen, remerciait. « Comme vous avez été bon !» Se reprenant.
instructif et bon. Mais lui, ramené par force en arrière, vers ces temps où elle ne pouvait éprouver à son regard qu'appréhension et banale gratitude, où lui-même ne trouvait en elle que l'attrait d'anciens souvenirs et la sourde émotion d'un présent inconnu, sentit dans son bonheur un infinitésimable début de souffrance, provenant de ce qu'Anne paraissait vouloir se maintenir dans ces moments périmés. Cette souffrance ne s'effaçait pas dans sa gaieté, mais il concevait l'idée juste et subtile que celle-ci lui était une ressource, lui permettait de se montrer agréable, se trouvait sans doute le seul moyen pour que sa compagnie lui fût un plaisir de quelques minutes, et il la continua malgré la discordance avec la plainte profonde de son cœur. Il ironisait avec elle. Il exagérait ses ressources en ton mondain. Il adoptait leur tour de phrase, leur caractère stylistique. « Mais comment, mademoiselle ? Mais c'était extrêmement bien. Vraiment, vous aviez fait à tout cela l'honneur de vous en inquiéter. » Ils traversèrent de ce pas lent et pathétique plusieurs petits salons successifs. La vie d'aujourd'hui, qui utilisait cette vaste résidence d'autrefois, avait laissé la salle à manger dans l'aile consacrée aux cuisines, tout entière losangée de vieilles pierres blanches et bleues d'ardoise. Au contraire, le grand salon ouvrait sur la façade centrale ses portes-fenêtres Louis XVI. C'était tout un voyage d'aller de l'un à l'autre, bien plus long que 50 pas. Une suite de pièces étroites, hautes et fraîches, vivifiées de faïences sur de vieux meubles et de reflets sur des espagnolettes, s'éclairait de couleurs fauves et brunes, touchées de violet, uniformément refroidies par la clarté bleu-nord et gris de pierre qui tombait des baies creusées par l'évasement des murailles. L'odeur de l'été, l'odeur de plein air et de foin, y pénétrait, exquise sans doute, mais transitoire, n'appartenant pas à l'essence des êtres. Plus tenace, cachée dans les boiseries, autour des glaces et dans toutes les choses anciennes, de fins et vieillots parfums persistaient parmi ces retraites, surmontées quand passaient les souffles, victorieux après leur départ. Augustin continuait de pousser à petits coups, avec une hardiesse tremblante, dans l'intervalle de respiration mal sûre, quelques remémorations des seuls moments qu'ils eussent en commun. « Avez-vous remarqué, mademoiselle, cette lumière vert de mer où nous avons baigné 2 heures ? J'y ai baigné moins longtemps, vous beaucoup plus sans doute. Il manquait même pas le monstre marin. Le quoi ? Vous ne vous rappelez pas sa double claudication ? Mais oui, pauvre homme. En même temps, sous ces mots, il continuait d'être sensible à un radical renouvellement de toutes choses. Rien n'était le même, l'air qui rafraîchissait sa gorge, ni l'effort que la pesanteur demandait à ses muscles, ni l'essence même de la lumière, qui au lieu d'être constituée comme auparavant, et depuis, d'un or inerte et matériel, éclairait une immensité de promesses merveilleuses, encloses dans les morceaux successifs du présent. Certaines particularités d'Anne, qu'il avait remarquées dès les premières minutes, l'enivraient à les retrouver de gratitude et de délice. Par exemple, cette façon spéciale de commencer ses phrases, une attaque hésitante sur la première syllabe, suivie d'un débit qui s'affermissait, comme si elle prenait le parti de parler parce qu'il le fallait bien, avec une fermeté toujours en retard sur la timidité du premier contact. Elle avait aussi une manière pure, inquiétante et glacée de lever ses fins sourcils dans l'attente d'une explication, comme s'il ne pouvait exister entre elle et son interlocuteur qu'une conversation simplement lucide, une curiosité intellectuelle désespérément impersonnelle et calme. Augustin tremblait d'anxiété dans ses interprétations d'Anne et la manière dont devrait s'y conformer sa servitude adorante. Premier pressentiment d'orage dans le prodigieux azur de cette joie. Une gratitude spéciale persistait, venue du poids léger de la main nue. Elle continuait de reposer sur l'étoffe laineuse de son veston,
idole aux vénules bleues, indifférente et souveraine, un peu comme la pureté, la froideur et la grâce qui étaient l'âme cachée des traits d'Anne, reposaient sans le savoir sur le coussin de son pauvre cœur. Des bruits de chaises et d'argenterie s'entendaient dans la salle à manger, maintenant en vue. Les voix y prenaient déjà le ton chaud des arrivées, quand le pressentiment du filet pomme mousseline, des dindonneaux et des vins de Beaune remue déjà dans leurs timbres. À mesure qu'Augustin avançait, il voyait augmenter ses dimensions et s'efforcer vers le parfait ovale, un vaste secteur de bois fauve et verni, portant toutes sortes de reflets captés dans ses carafes, les uns posés en croissant sur leur rotondité, les autres diffus dans leur profondeur vineuse ou incolore. Un sentiment de départ et d'adieu lui étreignant le cœur, fit naître en son amour une nuance toute nouvelle et plus humble, perdue jusqu'alors dans tant de lyrisme. Cette promenade si courte, dans de vieux petits salons frais, avait suffi pour donner à cet amour l'enracinement d'une habitude, tant à certains moments, nous vivons vite. Il lui fut déchirant de voir briser cette présence de 5 minutes. Comme la lumière est révélatrice des ténèbres, et d'elle-même, la douceur de la vie à deux lui fut montrée juste au moment où cessait cette vie, et il s'aperçut qu'il ne l'avait pas éprouvée jusque-là. Un éperdu désir d'être auprès d'Anne, d'elle seule et pas d'une autre, postérieur au commencement de son amour, aussi fort que le désir même de rester en vie, surgissait de lui comme une faim, précisée par le goût, pour la suite d'un repas à peine commencé. Ce n'était plus la totale annihilation de sa personne, mais sa résurrection furieuse et exigeante, comme partie d'un groupe de 2 instantanément, créé par cette tendresse née de l'adoration, au sein du multiforme amour. Au cours de ce changement, comme ils étaient enfin arrivés dans la salle à manger, Anne, ayant à lui montrer la place où il devait s'asseoir, fixa sur lui de purs yeux de lumière, des yeux qu'il n'eut pas le temps de plus longuement définir. Il reçut le coup directement, de face. L'âme souveraine de son âme, désincarnée, penchée à l'extrême bord du regard, quitta enfin le prestige des lignes et des teintes et les enveloppes de la beauté, pour lui infliger toute vive et sans intermédiaire la brûlure d'une communion. Engoncé et silencieux, Augustin s'enfuit vers le siège qui lui était assigné, loin d'elle. Une main, assurément étrangère à ses préoccupations, lui poussa contre les jarrets une chaise lourde. Assis, il réfléchit, s'orienta. Il rassemblait sa pensée et ses forces. Il palpait de ça, de là, ses idées claires, la froideur de son jugement, son sens du vraisemblable, toutes les parties qui avaient résisté, tout ce qui ressemblait aux bonnes choses objectives, de même nature que le goût de son pain, l'argent poli, lourd et froid de sa fourchette. Il sondait la blessure et son rôle probable sur sa vie. Il demeurait stupide à mesurer sa profondeur. Il venait de subir un choc dont la violence lui était radicalement nouvelle et imprévisible, en dépit de toutes les préparations intérieures qu'il ne dissimulait pas. Ce choc l'atteignait après de longues attentes, vers la fin de sa seconde jeunesse et tout près de l'âge mûr. À toutes les anticipations et à tous les rêves qu'il parachevait, il joignait une certaine positivité tragique. Et puis non, tout cela n'était que mots, des mots, des mots. De la stupeur, du silence, voilà ce qui peuplait sa pensée. Rien d'autre en lui que ce vide même et l'étonnement d'être là, à cette table, parmi ces gens, dans leur inassimilable étrangeté. Certes, il ne se méprenait pas sur le caractère provisoire de cette inertie sentimentale et le peu de stabilité de ce curieux repos. Il durait ce qu'il durerait. La crise faisait semblant de cesser subitement. Elle prenait son élan avant de revenir. Elle reviendrait. Tout le contenu prosaïque et coutumier de ses pensées restait en place, à la fois méconnaissable et intouché, morceau d'une digue demeurée entre 2 immenses poussées de la mer.
un domestique présenta des œufs glacés à goût de crevettes et de mayonnaise. Un autre tendait une saucière supplémentaire. Un savoureux pain de campagne, rassis et naïf, formait une dissonance étudiée, un peu comme les losanges gris et bleus du pavement, dans les rebords qui ne couvraient pas les tapis, ou bien encore, visible entre les aubusson à bordure de bouquets et guirlandes, le magnifique appareil de pierre qui constituait les murailles dans cette très ancienne partie du château, disposition qu'Augustin n'avait jamais vue. Le maître d'hôtel commençait de pencher avec un rituel respect à un vin splendide et mystérieux. Onctueuse, dense, des éléments de ruse cachés dans son volume, la voix de Monsieur Desgraisses des Sablons, empâtant le milieu de la table, domina l'inertie d'Augustin, vainquit cette sensation opprimante de bouleversement intérieur et d'étrangeté. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.